Là où l'on ne peut plus aimer, il faut passer. Friedrich Nietzsche. Tu ne te vois pas comme une victime, tu te vois comme quelqu'un de lucide, quelqu'un qui observe, qui analyse, qui comprend les mécanismes. Tu ne te plains pas vraiment, tu constates. Tu expliques pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines opportunités ne se sont pas présentées, pourquoi certaines personnes ont avancé plus vite. Tu appelles cela réalisme, tu appelles cela maturité. Mais il y a un mot qui revient souvent, parfois seulement dans ta tête, injustice. Pas une grande injustice dramatique, pas un complot, plutôt une impression diffuse que les choses auraient pu être plus équilibrées, que tu n'as pas été reconnu à ta juste valeur, que tu as donné plus que tu n'as reçu, que les règles ne sont pas appliquées de la même manière pour tout le monde. Ce sentiment ne crie pas, il s'installe calmement, et il structure ta manière de regarder le monde. Tu ne dis pas « je suis victime », tu dis « ce n'est pas normal ». Cette nuance te permet de conserver une image forte de toi-même. Tu n'es pas faible, tu es conscient. Pourtant, cette conscience a une conséquence. Elle te place dans une position où quelque chose t'a été retiré. Une place, une reconnaissance, une possibilité. Et à partir de là, ton énergie change subtilement. Nietzsche se méfiait profondément de ce type de position intérieure. Non pas parce que l'injustice n'existe pas, elle existe, mais parce que s'y installer comme point d'interprétation principal transforme ton rapport à toi-même. Tu commences à mesurer ta vie en fonction de ce qui aurait dû être différent. Tu compares constamment la réalité à une version plus équitable que tu imagines légitime. Cette comparaison permanente épuise. Elle donne le sentiment d'avoir raison, mais pas de pouvoir. Tu peux expliquer pourquoi la situation est déséquilibrée, mais cette explication ne modifie rien. Elle renforce même parfois ton immobilité. Car si le problème est l'injustice, alors l'action dépend d'une correction extérieure, et cette correction ne dépend pas de toi. Regarde attentivement la dernière fois où tu as pensé « ce n'est pas juste ». Était-ce simplement une description factuelle, ou y avait-il une attente implicite que quelque chose te soit dû? Ce qui rend l'injustice difficile à abandonner, c'est qu'elle contient une affirmation silencieuse « je méritais autre chose ». Ce « je méritais » est central. Il ne se présente pas comme une revendication agressive, il apparaît comme une évidence tranquille. Tu as travaillé, tu as respecté certaines règles, tu as fait des efforts. Il serait logique que cela produise un résultat proportionnel. Lorsque ce résultat ne vient pas, tu cherches une cause, et l'injustice devient l'explication la plus cohérente. Nietzsche appelait cela une morale du ressentiment. Non pas une colère explosive, mais une tension contenue. Une manière de réinterpréter la réalité pour préserver l'idée que tu es du bon côté. Si tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, ce n'est pas parce que tu as mal évalué, mal choisi ou mal agi. C'est parce que l'équilibre a été rompu ailleurs. Cette position est rassurante. Elle protège ton estime de toi. Elle évite une question plus inconfortable. Et si le monde ne fonctionnait pas selon le principe du mérite? Et si tes efforts ne garantissaient rien? Accepter cela ne signifie pas te blâmer. Cela signifie renoncer à l'idée qu'un calcul moral organise la réalité en ta faveur. Observe une situation actuelle dans ta vie que tu qualifies, même discrètement, d'injuste. Ne cherche pas à la résoudre. Pose-toi seulement une question. Qu'est-ce que cette interprétation me permet d'éviter de regarder? Cette question ne nie pas les faits. Elle examine ta position intérieure. La suite montrera comment ce sentiment apparemment légitime peut devenir une structure stable et comment il influence silencieusement tes choix. L'injustice ne te rend pas seulement amer, elle te donne une position morale élevée, même silencieusement.
même sans que tu l'exprimes ouvertement. Lorsque tu considères qu'une situation est injuste, tu te places du côté de ce qui aurait dû être. Tu deviens le point de référence de l'équilibre manquant. Et cette position est confortable, parce qu'elle ne demande pas d'action immédiate. Elle demande une constatation. Tu peux rester là longtemps, à expliquer pourquoi le système favorise certains profils, pourquoi les règles changent selon les circonstances, pourquoi le mérite n'est pas reconnu. Tu développes une analyse fine, parfois brillante. Tu identifies des incohérences réelles, et plus ton analyse est cohérente, plus elle renforce ta conviction d'être lucide. Mais cette lucidité a un coût. Elle transforme progressivement ta manière d'agir. Si tu crois que le terrain est biaisé, tu avances différemment. Tu investis moins. Tu t'exposes moins. Tu prends moins de risques. Non pas parce que tu manques de courage, mais parce que tu estimes que l'effort ne sera pas récompensé à sa juste valeur. L'injustice devient une hypothèse de départ. Nietzsche voyait dans cette posture un renversement subtil. L'homme qui se sent lésé commence à évaluer ses actions non plus en fonction de leur puissance, mais en fonction de leur équité attendue. Il ne cherche plus à créer, mais à équilibrer. Il ne cherche plus à transformer, mais à corriger. Et cette correction dépend toujours d'un facteur extérieur. Plus tu t'installes dans cette logique, plus ton horizon se réduit. Tu agis moins pour explorer que pour compenser. Tu choisis moins par désir que par calcul. Tu mesures constamment ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et lorsque l'écart te semble trop grand, tu ralentis. Tu te retiens. Tu expliques pourquoi cela ne vaut pas la peine d'insister. Ce qui rend cette position difficile à remettre en question, c'est qu'elle contient une part de vérité. Le monde n'est pas parfaitement équilibré. Les opportunités ne sont pas distribuées équitablement. Les relations ne sont pas toujours réciproques. Mais transformer cette réalité en cadre d'interprétation permanent modifie ton rapport à ta propre capacité d'action. Regarde ce qui se passe intérieurement quand tu penses « je mérite mieux ». Cette phrase peut sembler saine, elle peut même être motivante, mais elle implique que la réalité doit s'ajuster à une mesure que tu considères légitime. Si elle ne s'ajuste pas, tu ressens une tension. Et cette tension peut soit te pousser à agir différemment, soit te maintenir dans une position d'attente critique. Nietzsche ne niait pas la souffrance liée au décalage entre effort et résultat. Il attaquait autre chose, l'idée que ce décalage t'autorise à te définir par lui. Lorsque l'injustice devient centrale, elle colore toutes les nouvelles expériences. Tu interprètes plus rapidement les obstacles comme des confirmations. Chaque difficulté vient renforcer la thèse initiale. Pense à une situation où tu as réduit ton engagement parce que tu estimais que ce n'était pas équitable. Peut-être avais-tu raison sur le diagnostic, mais observe la conséquence. As-tu augmenté ton pouvoir d'action ou l'as-tu restreint? Cette distinction est essentielle. La suite ira plus loin. Elle montrera comment le sentiment d'injustice peut devenir une identité silencieuse et pourquoi cette identité est plus stable qu'on ne l'imagine. À force de répéter certaines interprétations, elles cessent d'être des réactions ponctuelles. Elles deviennent une structure. Tu ne dis plus seulement « cette situation est injuste ». Tu regardes désormais les nouvelles situations à travers cette possibilité. L'injustice devient une hypothèse rapide, presque automatique. Et cette rapidité change ton comportement avant même que tu en aies conscience. Tu n'as pas besoin de te déclarer victime pour adopter une posture défensive. Il suffit d'anticiper que l'équilibre ne sera pas respecté. Tu investis alors avec retenue. Tu offres avec prudence. Tu t'engages avec distance. Et cette distance te semble raisonnable. Elle paraît protectrice. Elle évite d'être déçue une fois de plus. Peu à peu,
Cette prudence se transforme en identité silencieuse. Tu es celui qui voit les déséquilibres, celui qui comprend que les choses ne sont pas distribuées équitablement. Cette lucidité devient une part de ton image. Tu n'es pas naïf. Tu n'attends plus de reconnaissance automatique. Tu sais comment le monde fonctionne. Et cette connaissance te donne une forme de supériorité intérieure. Nietzsche appelait cela le ressentiment lorsqu'il devient créateur de valeurs inversées. Ce n'est pas la colère ouverte. C'est une manière de reconstruire le monde à partir d'un manque ressenti. Tu ne dis plus seulement « je n'ai pas obtenu », tu dis implicitement « ce qui obtient n'est pas si valable ». Ce renversement protège ton estime de toi. Si tu n'as pas reçu, alors peut-être que ce qui est valorisé ne mérite pas tant d'être valorisé. Ce mécanisme est subtil. Il n'est pas toujours conscient, mais il influence tes choix. Tu peux commencer à dévaloriser certaines réussites pour justifier ton propre retrait. Tu peux minimiser l'importance d'un domaine où tu n'as pas avancé, non parce qu'il ne t'intéresse plus réellement, mais parce qu'il est plus confortable de penser qu'il ne valait pas tant que cela. Ainsi, l'injustice initiale se transforme en système d'interprétation. Elle te permet de maintenir une cohérence. Si je n'ai pas avancé, c'est que le terrain n'était pas équilibré ou que le jeu ne valait pas la peine d'être joué. Cette cohérence est rassurante. Elle évite une interrogation plus directe sur tes choix répétés. Nietzsche ne te demanderait pas de nier les déséquilibres réels. Il te demanderait de regarder ce que tu construis à partir d'eux. Car il y a une différence entre constater une asymétrie et en faire le centre de ton identité. La première peut conduire à une stratégie. La seconde conduit souvent à une immobilité justifiée. Regarde un domaine précis de ta vie où tu te sens sous-évalué. Pose-toi une question simple. Si je retirais l'idée d'injustice de l'équation, que resterait-il ? Peut-être une erreur d'évaluation, peut-être un manque de constance, peut-être un choix assumé mais coûteux, ou peut-être rien de plus qu'un risque que tu n'as pas voulu prendre. La suite abordera ce point délicat, ce qui apparaît quand tu cesses de te définir par ce que tu aurais dû recevoir, et que tu regardes uniquement ce que tu produis réellement. Lorsque tu retires l'idée d'injustice de l'équation, un vide apparaît. Ce vide est dérangeant, car l'injustice, même inconfortable, offrait une explication. Elle organisait les causes, elle distribuait les responsabilités. Elle donnait une direction à ta frustration. Sans elle, il ne reste plus qu'un constat plus simple. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que cela a produit. Ce déplacement est brutal, parce qu'il retire un filtre protecteur. Tant que l'injustice reste centrale, tu peux expliquer un résultat insatisfaisant par un déséquilibre extérieur. Lorsque tu la mets de côté, tu dois regarder la proportion exacte entre tes décisions et leurs conséquences. Et cette proportion n'est pas toujours flatteuse. Elle n'est pas dramatique non plus. Elle est simplement précise. Nietzsche n'aurait pas dit que tout dépend de toi. Il aurait dit que ce que tu fais avec ce qui t'arrive dépend de toi. La nuance est essentielle. L'injustice peut exister, mais la manière dont elle structure ton identité est un choix répété. Si chaque difficulté confirme une thèse préalable, alors cette thèse devient un cadre stable. Et un cadre stable finit par guider tes actions plus que les faits eux-mêmes. Il y a un moment particulier où cette prise de conscience devient tangible. C'est lorsque tu réalises que tu as commencé à anticiper l'injustice avant même qu'elle ne se produise. Tu ajustes ton effort en fonction d'un déséquilibre supposé. Tu t'investis à moitié pour ne pas être déçu complètement. Tu restes prudent pour ne pas donner trop. Et cette prudence devient une limite auto-imposée. À partir de là, quelque chose d'irréversible se produit.
tu participes à la réalité que tu dénonces. En te retenant, tu réduis tes chances d'obtenir ce que tu estimes mériter. Puis le résultat limité confirme ton hypothèse initiale. Le cercle est complet. L'injustice est devenue une prophétie discrète. Ce mécanisme est difficile à admettre parce qu'il ne nie pas l'effet extérieur. Il montre seulement que ton interprétation a des effets concrets. Et ces effets sont mesurables. Moins d'engagement, moins d'exposition, moins de tentatives, moins de risques. La position morale te semblait élevée. En pratique, elle a diminué ton amplitude d'action. Nietzsche attaquait précisément cette réduction. Il refusait l'idée que la valeur d'un acte dépende d'une rétribution équitable. Il cherchait une affirmation plus directe. Agir parce que tu choisis d'agir, non parce que le monde te garantit un retour proportionnel. Cette position est plus dure. Elle ne promet pas d'équilibre. Elle ne promet pas de compensation. Elle promet seulement une cohérence entre ton énergie et ton mouvement. Reviens à un domaine où tu te sens lésé. Demande-toi calmement: ai-je réduit mon engagement à cause de cette interprétation? Si la réponse est oui, observe la conséquence sans te juger. Ce n'est pas une accusation, c'est une relation de cause à effet. Il reste une dernière étape. Regarder ce qui devient possible lorsque l'injustice cesse d'être ton point d'appui intérieur. Nous passons à la dernière partie. Quand l'injustice cesse d'être ton point d'appui intérieur, quelque chose change immédiatement. Pas dans le monde. Les règles ne deviennent pas plus équilibrées. Les circonstances ne s'ajustent pas soudainement, mais ton regard perd un filtre. Tu ne cherches plus à savoir si la situation est proportionnelle à ton mérite. Tu regardes simplement ce que tu fais à partir d'elle. Ce déplacement est silencieux. Il ne donne pas de satisfaction morale. Il n'offre pas la chaleur d'avoir raison. Il enlève même cette chaleur. Car reconnaître que l'injustice n'est plus ton centre, c'est renoncer à une position confortable, celle d'être du bon côté du déséquilibre. À partir de là, il ne reste plus qu'une question plus nue. Qu'est-ce que je produis réellement, indépendamment de ce que je reçois? Cette question est exigeante, parce qu'elle coupe le lien entre effort et récompense. Elle ne garantit rien, elle ne promet aucune réparation, elle ne protège pas l'ego. Elle te place simplement face à ton amplitude réelle d'action. Nietzsche ne proposait pas d'ignorer les rapports de force. Il refusait qu'ils deviennent une identité. Si tu te définis par ce qui t'a manqué, tu limites ta trajectoire à une compensation impossible. Si tu te définis par ce que tu peux créer malgré le déséquilibre, alors la logique change. Le monde peut rester asymétrique. Ton mouvement ne dépend plus d'un ajustement préalable. Beaucoup préfèrent conserver l'idée d'injustice comme justification permanente. Elle explique, elle protège, elle évite de reconnaître que certaines limites sont entretenues par prudence, par fatigue ou par peur de l'exposition. Abandonner cette interprétation ne rend pas la vie plus facile, elle la rend plus directe. Regarde honnêtement. Lorsque tu dis « je méritais mieux », qu'attends-tu exactement? Une validation? Une reconnaissance? Une réparation symbolique? Si cette attente disparaît, ton énergie doit trouver une autre direction. Elle ne peut plus rester suspendue à une compensation hypothétique. Voici une pratique simple. Pendant quelques jours, chaque fois que la pensée « ce n'est pas juste » apparaît, reformule-la ainsi. Voilà la situation. Rien d'autre. Supprime le jugement d'équité. Observe seulement les faits et demande-toi: qu'est-ce que je fais maintenant? Pas ce qui devrait être corrigé, pas ce qui aurait dû arriver, seulement le mouvement suivant possible.
Ce déplacement paraît minime. Il est radical. Il retire une justification. Il laisse une décision. L'injustice peut exister, mais ce que tu construis à partir d'elle, cela t'appartient. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.